Alors Julie Colovou, elle est doctorante en études cinématographiques à Aix-Marseille Université sous la direction de Thierry Roche, avec un co-encadrement en astrophysique supervisé par Roland Lehoucq. Elle est également étudiante en 5e année de psychanalyse à l'Institut de formation à la psychanalyse et à la psychothérapie. Son sujet de thèse, intitulé « La représentation de l'univers dans les films de science-fiction comme outil pour repenser l'espace cinématographique », est au croisement des recherches en cinéma, en astrophysique et en psychanalyse. Elle est également enseignante à Aix-Marseille Université, secrétaire adjointe de l'association Stella Incognita qui promeut et développe la recherche sur la science-fiction, et enfin membre du collectif Esprit Futur. Et je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce colloque qui porte sur les deux disciplines auxquelles je consacre mes recherches, donc le cinéma et la psychanalyse. Je tiens donc à remercier les organisateurs du colloque, messieurs Alexis Lussière et Louis-Paul Wills, pour me donner l'opportunité alors et l'occasion d'intervenir sur un sujet qui touche à la science-fiction contemporaine et qui fait l'objet de ma thèse, la relation entre les films de fiction spatiale et la notion de vide. Le cinéma a rarement fait du vide un véritable objet d'étude, car il s'agit d'un concept qui, par définition, ne peut pas être représenté. Néanmoins, le concept du vide est en lui-même un exercice de pensée, car dans la culture occidentale, il est difficile de les comprendre sans l'associer à la nécessité de les remplir. Dans le cinéma, alors des fictions spatiales, les milieux interstellaires, à savoir l'espace entre les étoiles et ces images, sont régulièrement connotés négativement par la narration, mais aussi par la mise en scène. Bien que nous sachions qu'il s'agit d'un milieu composé de corps célestes, de la poussière, du gaz, des champs gravitationnels et électromagnétiques, et bien d'autres choses encore, nous l'abordons comme un espace stérile, un vaste vide. Nous laissons donc de côté les propriétés réelles du milieu interstellaire pour investir les fantasmes d'un espace où le vide psychique trouve peut-être sa représentation la plus aboutie. Concrètement, cela signifie qu'au niveau narratif, nous suivons trop souvent des astronautes qui partent dans l'espace parce qu'ils identifient les vides interstellaires à leur propre vide psychique, un deuil inachevé. Nous trouvons un tel exemple dans le film récent Gravity d'Alfonso Cuarón, sorti en 2013, où la Dr. Stone, incapable de surmonter la mort de sa fille, utilise, entre guillemets, le verbe, une mission dans la station spatiale pour s'isoler davantage des humains, ou même encore dans le film Approaching the Unknown de Mark Rosenberg, sorti en 2016, où le capitaine William Staniforth choisit l'espace pour accomplir sa pulsion de la mort et donc se suicider. Sur le plan de la mise en scène, le milieu interstellaire s'ouvre sur l'espace de au-delà, où tout est possible. C'est l'espace au-delà de l'imagination, qui ne peut pas être verbalisé, mais que la science-fiction promet de visualiser. Donc, déjà ici, s'il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas verbaliser un espace, même vient la science-fiction nous dit non, même si on ne peut pas les verbaliser, on va les rendre en image. C'est un peu bizarre. Ainsi qu'il s'agit de séquences où l'obscurité de l'univers est suffisamment éclairée par de nombreuses étoiles brillantes, ou des séquences où les étoiles sont rendues telles que l'œil humain les verrait placées dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire lointain, éterne, ne permettent pas à éclairer l'obscurité de l'univers. Ce qui reste, en fin de compte, c'est l'homme complétant l'univers derrière les hublots de son vaisseau spatial ou d'une station spatiale. Qu'est-ce qui fige alors notre regard face à des espaces que nous considérons comme vides, et pourquoi éprouvons-nous des sentiments d'horreur et d'émerveillement à la fois? Nous émettons l'hypothèse que la fascination du vide ne se limite pas à trouver tout ce qui pourrait le combler, mais à un imaginaire indissociable d'une expérience déjà vécue. Pour expliquer ce phénomène, le psychanalyste Darian Leader
Prends l'exemple de la Joconde. Lors du vol de ces tableaux, en 1911, le musée du Louvre a été pris d'assaut par une foule de visiteurs qui venaient observer l'endroit où les tableaux devaient normalement se trouver. Bon, qu'ils regardaient en réalité? Rien. C'était un mur vide qui, en raison de l'absence du tableau, avait accueilli une grande importance. Influencé par la théorie au début de la scopophilie de Freud et de la chose das Ding de Lacan, Lieder en conclut que, je cite, « Ce qui attire notre regard, c'est ce que nous ne voyons pas, et nous cherchons dans le champ des visions ce qui n'a jamais pu y trouver place, la partie manquante de la réalité visuelle. » Fin de citation. Dans cette optique, un espace considéré comme vide nous intéresse parce que son manque de stimuli visuels est lié à un manque existentiel qui fait écho à nous, à tous les précédentes absentes dont nous avons fait l'expérience. Les plus importantes entre elles est la perte du fantasme du nourrisson de faire un avec sa mère ou les substituts maternels, ou, pour le dire plus concrètement du point de vue du nourrisson, du fantasme que la mère fait partie intégrante de lui. Pendant le stade oral, c'est-à-dire du 1er au 18e mois, les nourrisseurs traversent une longue période de fantasmatisation décrite en détail dans les travaux de Melanie Klein, où il s'identifique à sa mère ou le substitut maternel parce qu'il est totalement dépendant d'elle. La mère est donc l'objet ultime de son désir car elle peut satisfaire pleinement ses besoins physiques et émotionnels. La fin du fantasme, ne faire qu'un avec elle, est donc pleinement réalisée au stade du miroir, vers le 18e mois, peut-être plus, marquant la perte définitive de la plénitude imaginative ultime. Pour illustrer cette théorie, Lacan parle, et là je cite les paroles de nos collègues Facinelli et Elvio dans son article Lacan and the Thing. Donc Lacan parle, je cite, de la forme de la couche qui représente un signifiant primordial qui crée le vide et introduit ainsi la perspective prospective de la plénitude. Ainsi, la couche ne vient à représenter l'existence du vide au sein de cette réalité appelée la chose. Fin de citation. La chose n'est pas le traumatisme de la perte de la relation fusionnaire avec la mère, mais l'espace dans lequel il s'inscrit ce traumatisme. Un espace qui, précisément parce qu'il est lié au traumatisme primaire, ne peut être ni verbalisé, ni par extension visualisé. Plus précisément, c'est l'espace psychique du non-sens, dans la mesure où il préexiste à ces dernières qui est nécessaire pour que les nourrissons puissent s'autonomiser et accéder au sens. Pour Lacan, l'espace de la chose ne peut jamais être comblé et se traduire par l'effort incessant de l'homme à la recherche constante de quelque chose qui puisse remplir l'espace vide du manque. C'est donc ce que nous cherchons à trouver derrière les images du milieu interstellaire, mais en général, selon le psychanalyste Darian Lieder, c'est plus précisément ce qu'on cherche à trouver derrière les images, ce que les images nous privent à voir, c'est les manques. Mais c'est, pour moi, je mets l'hypothèse que c'est exactement ce qu'on cherche à trouver derrière les images du milieu interstellaire et dans notre tentative de remplir l'espace vide. Et là, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, c'est à cause de ça, nous avons recours à des représentations exagérées de tout ce qui pourrait s'y trouver. Donc, combien de fois, dans le passé, nous n'avons pas été confrontés à des monstres terrifiants, donc des extraterrestres de tous sorts, des trous noirs qui présentaient comme des énormes bouches, nous faisant craindre d'y être engloutis et de nous y perdre à jamais, des planètes qui cassaient toutes sortes de menaces physiques et psychologiques, comme dans le film Solaris de Tarkovsky, sorti en 1972, où pendant 1098 minutes, nous devons faire face à une planète qui a sa propre conscience et nous emprisonne dans nos traumatismes et nos fantasmes. Dans un autre registre, on peut aussi parler et on peut évoquer les bactéries et d'autres éléments capables d'altérer notre apparence humaine, nous transformant en être sans âme et sans intellect. Toute cette horreur que les films de fiction spatiale suggèrent traditionnellement n'était pas fortuite, non. Loin de là, cette horreur était liée en permanence
à l'attrait, qui offrait l'idée de dépasser les limites de l'imagination et de donner forme au vide de la chose. Bien sûr, l'histoire de sortie de la zone de l'irreprésentable est facilitée par la nature de ce type de films, donc des films de la fiction spatiale, où la distance géographique qu'on parcourt au-delà de la Terre, dans l'espace lointain, se confond avec celle qu'on doit parcourir au-delà de notre imagination. Ainsi, plus nous nous enfonçons dans l'univers, plus nous croyons échapper aux limites de la représentation et nous rapprocher de la chose. Zizek, à l'occasion du film Star Wars, qui appartient principalement aux gens du space opera, explique l'ambivalence entre horreur et fascination du milieu interstellaire. Je cite, « Quelle meilleure preuve du fait que cette chose vient de l'espace intérieur que toute première scène de la guerre des étoiles. Au début, tout ce que nous voyons, c'est le vide. Le ciel noir infini, l'abîme sinistrement silencieux de l'univers, avec des étoiles scintillantes dispersées qui ne sont pas tant d'objets matériels que des points abstraits, des marqueurs de coordonnées spatiales, des objets virtuels. Mais lorsque le vaisseau spatial apparaît, il semble apporter un soulagement, annulant l'horreur vacue de regarder le vide infini de l'univers. D'une part, nous cherchons dans le vide quelque chose qui ne peut pas exister, et d'autre part, notre exposition excessive à ces phénomènes nous rend vraiment anxieux. Mais, comme le suggère le titre de cette intervention, les films de fiction spatiale contemporaine semblent offrir une approche différente en termes de contact avec l'espace de la chose et du traitement du vide. Pour parler de ces changements de paradigme, nous partirons à nouveau de la psychanalyse et comparons la théorie de Lacan à celle de Bion. Bion, ayant été analysé par Melanie Klein, a été fortement influencé par son travail, en accordant également une attention particulière aux premiers mois de la vie du sujet, c'est-à-dire, bien évidemment, avant qu'il atteigne le stade du miroir. La théorie de la pensée, que nous associons à la représentation du milieu interstellaire comme un vide, est basée sur l'existence des proto-pensées. Il s'agit essentiellement de pensées vides, c'est-à-dire d'impressions sensorielles brutes évoquées par des stimuli corporels. Pour l'expliquer plus simplement, lorsqu'un nouveau-né vient au monde, il entre pour première fois en contact avec des stimuli externes de son environnement, de son nouvel environnement, on pourrait dire, et en est bombardé. Là où il était protégé dans la ventre de sa mère et recevait de l'oxygène et de la nourriture sans avoir à faire d'efforts, maintenant, il se trouve en dehors du sac amniotique. Il fait l'expérience de situations inconnues, par exemple la sensation de faim, de salaire, du froid, et beaucoup d'autres. Ces impressions sensorielles vécues, que Bion appelle aussi éléments bêta, donc au début il y a les proto-pensées, et une fois que ces pensées ne peuvent pas vraiment s'accumuler et faire une représentation psychique, s'appelle éléments bêta. Donc ces éléments bêta ne peuvent pas être tolérés par les nourrissons qui les ressentent comme des malaises parce qu'ils ne peuvent pas ni en percevoir l'origine, ni leur donner un sens, c'est-à-dire de les expliquer, de créer des représentations psychiques pour ça. Voulant s'en débarrasser, il projette alors sur sa mère les émotions négatives qui les accompagnent, par exemple les sentiments de peur face aux innocence, la peur et la malaise qu'il ressent parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. À ce stade, dès lors, le rôle de la mère ou du substitut maternel est très très important, puisque c'est elle qui s'appelle pour donner un sens au vide. C'est elle qui peut transformer, donc métaboliser, les proto-pensées et les émotions qui les accompagnent aux éléments positifs, c'est-à-dire un élément alpha, pour reprendre un peu les termes de Bion. La fonction de métabolisation de ces pensées en sens est appelée fonction alpha. Il n'y a pas fonction bêta. La fonction bêta, elle n'existe pas parce que c'est l'échec du fonction alpha. C'est la conversion alors des éléments bêta en éléments alpha et leur transmission en tant que tel au nourrisson. Lorsque cela est fait avec l'aide de la fonction de la rêverie de la mère, le vide initial devient signifiant, ce qui signifie concrètement que les nourrissons apprennent à supporter l'absence de sa mère ou du substitut maternel. On pourrait donc dire que c'est lorsque l'absence de la mère peut être tolérée que la fonction de pensée apparaît.
C'est précisément pour cette raison que dans la théorie des pensées de Bion, le vide primaire est absolument nécessaire, car c'est grâce à lui que la pensée apparaît. Ainsi, selon la psychanalyste Stevens Victoria, pour Bion, je cite, « Penser est une méthode pour faire face à l'absence, au vide, au manque de quelque chose, l'espace entre les choses. » Et étant étudiant et doctorant aux études cinématographiques, je dirais personnellement aussi faire face à l'espace entre les images. Mais les vides secondaires, selon Bion, renvoient bien évidemment à l'échec de la conversion des éléments bêta aux éléments alpha et par conséquent désignent la fixation du nourrisson sur eux. Là, on parle de la psychose. Bion ne traite donc pas les vides comme étant l'absolu, le traumatisme primordial qui ne peut jamais être guéri et à cause duquel nous cherchons sans cesse à combler les vides qu'il laisse. Le vide primaire est pour lui une ouverture à la connaissance et est marqué un peu plus positivement. Pour Lacan aussi, le vide est nécessaire, mais dans sa théorie, on pourrait dire qu'il y a une place particulière qui est accordée à son caractère fatal. Dès lors, selon l'approche psychanalytique du vide qu'un film choisit de privilégier, la narration et la mise en scène vont différer. Aujourd'hui, les films de science-fiction, et plus spécifiquement la fiction spatiale, optent pour voir dans les milieux interstellaires un vide qui aide l'homme à mieux comprendre le cosmos et aussi sa place dans ce cosmos. Ces films choisissent un traitement plus neutre de ces milieux sans instrumentaliser des éléments destinés à nous effrayer, comme on a dit par exemple les extraterrestres, monstrueux, etc. Ils s'inspirent plutôt de la partie plus scientifique de la science-fiction et traitent les milieux interstellaires étant un vaste espace sur lequel nous n'avons pas beaucoup d'informations, donc pas beaucoup de connaissances. Certes, si nous essayons de penser à des films spécifiques qui adoptent totalement et clairement cette approche, il sera difficile de les trouver. En effet, le changement de paradigme n'est pas encore achevé, mais toujours en cours, et c'est ça que je propose. Depuis la sortie de Gravity en 2013, nous commençons progressivement à observer dans les films contemporains de fiction spatiale la coexistence de l'approche lacanienne et de l'approche de Bion par rapport au vide. Par exemple, dans le film Salut 7, film russe réalisé par Klim Sipenko et sorti en 2017, l'accent est mis sur les difficultés concrètes auxquelles les astronautes Vladimir Fedorov et Viktor Alekhine doivent faire face lorsqu'ils s'exposent à l'univers. L'émission de sauver la station spatiale soviétique Salyut 7, qui est hors service et qui, s'il finit par quitter son orbite, il va tomber sur la Terre et donc c'est un incroyable danger pour l'humanité. C'est ça qu'on voit dans ce film. Et donc sur le plan narratif, nous suivons leur aventure pour sauver la station spatiale et leur propre vie, mais sans qu'il s'agisse d'un vide psychique qu'ils portent eux-mêmes et sans éléments d'horreur exagérés. Par ailleurs, les difficultés qu'ils rencontrent ont un arrière-plan scientifique et appellent aussi des solutions qui sont aussi scientifiques. L'imagination du spectateur est mobilisée précisément parce que lui-même, ainsi que les personnages principaux qui suivent, s'ouvrent à la connaissance du milieu interstellaire, c'est-à-dire qu'ils doivent dépasser leur connaissance acquise des phénomènes terrestres pour mobiliser une nouvelle connaissance, celle de l'espace, de l'univers. L'angoisse provoquée par les milieux interstellaires se détache ainsi d'un vide fantasmé pour laisser place à une angoisse pragmatique, celle de l'homme qui constate que la nature lui dépasse. Les films tels que celui promettent donc de transcender non pas les limites de l'imagination, mais celles de la connaissance. L'imagination vient suggérer de manière nouvelle et souvent innovante de penser ou d'utiliser nos connaissances pour ouvrir à l'inconnu. N'est-il pas intéressant alors de constater que dans ce film, que ce soit dans Salyut 7 ou dans Interstellar au Québec, de Christopher Nolan sorti en 2014, la solution proposée au problème scientifique est motivée par l'acceptation d'une émotion très spécifique, celle de l'amour. Lorsque l'amour vécu est projeté face au père du vide interstellaire, il constitue le carburant mental et intellectuel des astronautes pour trouver des solutions scientifiques dont ils ont besoin.
Cela est d'ailleurs donné par un court mais magnifique plan du milieu interstellaire. Et donc, dans ce plan, ce qu'on peut voir, c'est qu'il se pose une question. À la question posée par une femme du centre de contrôle, la question c'est la suivante. Si les gens devaient un jour quitter la Terre, seraient-ils capables de vivre dans l'espace? La réponse donnée par l'un des astronautes, qui est la suivante. Pourquoi pas? Il inventerait un simulateur pour former les cosmonautes à l'amour. S'inscrit alors cette réponse dans un mouvement panoramique de gauche à droite de la caméra qui dépasse les astronautes qui sont dans une mission hors véhicule pour réparer les stations spatiales et que la caméra balaye les milieux interstellaires en plaçant finalement la Voie lactée au centre du cadre. La mise en scène suggère ainsi que dans ce vaste espace que nous identifions comme un vide psychique et physique, il y a toujours un point vers lequel tourner notre regard pour attribuer au vide une signification différente, plus affectuelle. En conclusion alors, il est important de noter que le changement de paradigme proposé par les films de fiction spatiale contemporaine a été favorisé par la médiation scientifique et artistique systématique de ces dernières années. Dans cette perspective, la vulgarisation scientifique joue le rôle d'une mère suffisamment bonne, pour reprendre l'expression de Winnicott, qui métabolise en sens les vides de connaissances primaires qui nous effraient autour du milieu interstellaire. Ainsi, sa représentation change car la chose lacanienne est abordée un peu différemment. On ne cherche pas à combler les vides, mais on cherche à l'accepter comme tel, en utilisant consciemment comme source motrice de la connaissance. Les foi qui suscitent en nous les vides